Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on commence avec une anomalie juridique qui a l'air complètement absurde au premier abord, mais qui révèle en fait un truc fascinant sur la connaissance humaine. On se dit souvent que nos institutions sont à la pointe, prêtes à changer les règles dès qu'une nouvelle vérité éclate au grand jour, pas vrai? Eh bien, l'histoire qu'on va explorer ensemble prouve exactement l'inverse. C'est un vrai voyage dans le temps, de la philosophie du XVIIe siècle jusqu'à nos lois les plus récentes, pour comprendre comment une erreur absolument monumentale a pu tenir debout pendant des siècles, au vu et au su de tout le monde. Alors, pour démarrer, penchons-nous sur ce fait historique assez dingue. Figurez-vous que jusqu'en 2015, le Code civil français classait purement et simplement les animaux dans la catégorie des biens meubles. Oui, au même titre qu'un canapé, une chaise ou une commode. Légalement parlant, un chien ou un cheval n'avait pas plus de statut que le fauteuil sur lequel on est assis. Ce n'est qu'en 2015 qu'on a enfin mis fin à cette aberration. C'est vertigineux quand on y pense, non? Comment est-ce que la loi a pu passer à côté de la nature vivante et sensible des animaux pendant si longtemps? Pour comprendre ce blocage monumental, il faut remonter à la source intellectuelle du problème. Ce qui nous amène à notre première grande étape, l'influence tenace de Descartes et du concept de l'automate. Regardez un peu ce gouffre sur la chronologie. On parle d'un vide immense, un espace de 350 ans entre l'apparition de cette fameuse doctrine philosophique au XVIIe siècle et le moment où la loi finalement rattrapait la réalité en 2015. 3 siècles et demi, c'est un délai véritablement scandaleux. Pendant tout ce temps, c'est l'immobilité totale au niveau institutionnel. Pas de mise à jour, pas de petites corrections, juste un silence lourd et absolu face à une réalité qui crevait pourtant les yeux. Et cet écart, ce n'est pas juste une petite anecdote amusante de l'histoire du droit. C'est vraiment le symptôme d'une mécanique très particulière qui fige le savoir officiel. Et la base de cet immense retard, on la doit à René Descartes, dans son célèbre Discours de la méthode. En gros, il y affirmait avec un aplomb incroyable que les animaux n'étaient que des automates, de simples mécaniques biologiques complètement dépourvues de vie intérieure ou de conscience. Selon cette idée, un animal ne ressentait rien de plus qu'une horloge dont on remonte le mécanisme. Et le pire, c'est que cette théorie, aussi froide soit-elle, est devenue la norme absolue pour les institutions savantes. C'était la justification parfaite pour traiter le vivant comme du simple matériel, des objets qu'on pouvait manipuler sans la moindre considération. Passons maintenant à ce fameux décalage de la reconnaissance, le contraste frappant entre la théorie académique et la vraie vie. Parce que pendant ces 3 siècles et demi de silence juridique, devinez quoi? Plein de gens savaient pertinemment que Descartes se trompait sur toute la ligne. Pensez aux éleveurs qui travaillaient avec le bétail tous les jours, aux cavaliers en parfaite synergie avec leurs chevaux, ou tout simplement aux enfants hyper attachés à leurs chiens. Eux, au quotidien, ils voyaient très bien l'intelligence, les émotions et la sensibilité des animaux. C'était l'évidence même, là, sous les yeux de tous. Mais, et c'est là le cœur du problème, aucune institution savante n'a daigné les écouter. L'expérience concrète du terrain a été balayée d'un revers de main pour protéger une théorie officielle devenue intouchable. Et c'est justement cette déconnexion qui nous révèle une véritable loi de l'histoire des idées. Le concept clé ici, c'est ce qu'on appelle l'évidence intersubjective. Pour faire simple, c'est la réalité vécue, celle qui est partagée par tous ceux qui font l'expérience du monde au quotidien. C'est le fait que l'enfant et le cavalier savent de façon innée que l'animal ressent des choses. Cette évidence intersubjective, elle précède toujours, absolument toujours, la reconnaissance officielle. Elle n'a pas besoin de traité académique ou de validation pour exister. Elle est simplement là, évidente pour la société qui la vit tous les jours. Et ça illustre à merveille l'autre face de la pièce, la reconnaissance conceptuelle. Ça, c'est le moment précis où les institutions, le droit ou le dictionnaire, décident enfin d'homologuer ce savoir pour lui donner une existence formelle. Mais comme on vient de le voir, cette validation traîne toujours la patte derrière l'expérience vécue, avec un retard parfois hallucinant. Il a fallu des siècles pour qu'un bout de papier officiel s'aligne enfin sur une réalité que les gens expérimentaient depuis des générations. Mais alors pourquoi les institutions résistent-elles avec autant d'acharnement? L'auteur de notre texte souligne un point absolument crucial, ce n'est pas du relativisme. Ça ne veut pas dire que toutes les connaissances se valent, c'est même l'inverse. Les vérités les plus importantes, les plus fondamentales pour nous, sont précisément celles qui mettent le plus de temps à être reconnues. Plus un savoir est vital, plus son homologation institutionnelle va être lente et difficile. C'est une mécanique hyper contre-intuitive, c'est vrai, mais elle est profondément incrustée dans nos structures de pouvoir. D'ailleurs, on nous donne 3 raisons ultra claires pour expliquer ce blocage systématique. Premièrement, la vérité, ça dérange le statu quo. Avouer qu'un animal a une vie intérieure, c'est remettre en cause une domination bien confortable. Deuxièmement, ça a un coût. Modifier le statut légal, c'est forcer toute l'économie et l'agriculture à s'adapter, et ça coûte cher. Et enfin, troisièmement, on manquait tout simplement de cases. Les institutions adorent les cases. Si l'animal n'est pas un humain, mais qu'il ne doit plus être un meuble, on en fait quoi? Sans nouvelle catégorie bien définie prête à l'emploi, l'institution préfère se boucher les yeux et figer la réalité. Ce qui nous propulse vers notre dernière grande réflexion, le jugement de demain.
parce que tout ça, ce n'est pas juste un cours d'histoire, c'est un avertissement retentissant pour notre propre époque. Il faut vraiment garder en tête que les choses existent patiemment, en silence, pendant très longtemps, avant qu'on soit capable de mettre un mot dessus. La réalité s'en fiche pas mal de notre vocabulaire officiel. Elle se contente d'être là. Ce sont nos lois, nos institutions qui doivent se bouger pour se hisser au niveau de cette réalité et forger les bons mots pour arrêter de nier ce qui crève les yeux. Le texte se clôture sur une idée qui fait vraiment l'effet d'une claque. Ça laisse planer une interrogation super troublante. Qu'est-ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui, juste sous notre nez, sans être foutu de le nommer? Quelles sont ces fameuses évidences intersubjectives qu'on ignore avec le même aplomb que les contemporains de Descartes ignoraient la douleur des animaux? Les générations futures regarderont notre époque, c'est certain, et elles se demanderont comment on a pu rester aveugle aussi longtemps face à des choses qui seront, pour elles, d'une pure banalité. Une sacrée matière à réflexion pour terminer cette analyse.